Bonjour et bienvenue sur le podcast de New Woman Boss. Je suis Fatima et je vous invite chaque semaine à découvrir le portrait d'une femme entrepreneur. L'objectif, mettre en lumière des rôles de modèles de femmes et parler business, stratégie produit et digital afin de vous faire bénéficier de leurs conseils et de vous aider à avancer sur votre projet. Le but, vous inspirer, vous motiver et vous donner des idées pour votre business. Mais en plus de recevoir chaque semaine une invitée pour parler business, je vous invite à progresser, à apprendre avec une experte dans son domaine qui viendra sur plusieurs épisodes hors série apporter son expertise. Les expertes, ce sont des épisodes plus courts pour que vous ayez le temps d'écouter, d'apprendre et de mettre en pratique. Pour cette nouvelle série d'épisodes des expertes, je reçois Vanessa, consultante en création de marques de cosmétiques. La semaine dernière, nous avons échangé dans le premier épisode sur la méthode des 3 P mise au point par Vanessa. Une méthode qui pose les fondations de votre projet sur le pourquoi, le pour qui et le pour quand. Nous avons également échangé sur l'importance de créer sa communauté. Aujourd'hui, dans ce second épisode, nous échangeons sur un sujet important, celui de la réglementation et de la formulation. Des sujets qui sont incontournables quand on lance sa marque de cosmétiques, car sans formulation validée, il n'est pas possible de vendre son produit. Le choix du laboratoire doit se faire de façon réfléchie et en adéquation avec son projet. Et la réglementation est un poste important, particulièrement en Europe, où celle-ci est la plus exigeante. Mais avant de laisser place à Vanessa pour ce deuxième épisode, je vais vous demander de prendre une petite minute pour noter et commenter le podcast sur iTunes. Cela m'aide énormément. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Vanessa. Bonjour Fatima. Merci d'être là pour ce deuxième épisode. On va continuer donc sur la partie des experts, sur comment créer sa marque de cosmétiques. Alors, je rappelle juste pour celles qui nous écoutent, dans le premier épisode, nous avions parlé des 3 P. Tu nous avais rappelé l'importance de penser au pourquoi, donc pourquoi on se lance dans la cosmétique, pour qui, donc bien travailler son persona, son avatar client ou client cible. Donc, les termes veulent dire la même chose, mais bien savoir à qui on s'adresse. Pour quand, donc se mettre des deadlines, pas justement procrastiner et que le projet n'avance pas. Et on avait aussi parlé de communauté, de l'importance de la créer avant même de lancer sa marque. Et C'est ça, tout à fait. voilà. Et aujourd'hui, donc, on va parler dans ce deuxième épisode de la partie technique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est très important quand on lance sa marque de cosmétiques, c'est toute la partie laboratoire et réglementation. Donc, je te laisse commencer peut-être sur la partie donc, laboratoire quand on veut se lancer sur la manière dont on doit travailler avec un laboratoire, sur comment on choisit son labo. Donc là, je te laisse nous expliquer ça. Très bien, merci beaucoup à toi. Bonjour d'abord aux auditeurs et aux auditrices. Alors, en ce qui concerne le laboratoire, effectivement, bon, ça dépend à comment on démarre. Si on a déjà une formule, effectivement, si on a déjà, par exemple, comme Kelly Massol, qui est très connue, la CEO des Secrets de Loli. C'est une marque très connue, capillaire, qui a commencé, donc, ça me permet d'introduire, qui a commencé sa marque dans sa cuisine. Donc, elle a commencé à formuler elle-même, en fait, et à tester dans son entourage proche, ses amis, sa famille, ce qui peut être même bénéfique d'ailleurs pour vérifier que la formule fonctionne. Et ensuite, elle est passée donc par un laboratoire afin de valider la formule, puisque, en tout cas en Europe, parce qu'il y a plusieurs réglementations au niveau mondial, mais la réglementation européenne impose que la formule soit validée en laboratoire. Parce qu'il y a de nombreux tests. Alors, il y a beaucoup de tests. C'est entre 9 mois et 1 an. Ça dépend en fait du produit en question. Ça dépend si c'est un produit qui contient de l'eau, qui contient de l'huile, si c'est un produit qui doit être réajusté. Ça dépend des matières premières que l'on fait venir ou pas. Il peut y avoir des matières premières assez rares. Dans tous les cas, ça prend quand même au moins 9 mois, voilà, pour faire valider sa formule. C'est une obligation. On n'a pas le droit de vendre un produit sans faire valider sa formule par un laboratoire. Donc déjà, c'est la première partie.
Et puis pour la deuxième partie, comment choisir son laboratoire, effectivement, il y en a beaucoup. C'est très important d'être à l'aise et d'être en phase avec le laboratoire que l'on choisit. On expose son sujet. Si on a un petit peu peur, effectivement, parce que c'est la peur de pas mal de personnes, un petit peu peur qu'on vole sa formule, c'est possible. On peut éventuellement demander au laboratoire de signer un contrat de confidentialité. Et en général, les laboratoires sont très sérieux sur ça et ils le font même d'office. Vous n'avez même pas besoin normalement de demander ce fameux contrat. Voilà, c'est-à-dire que ce contrat, en gros, vous permet d'être sûr que quoi qu'il arrive, la formule ne sera pas délivrée ne sera pas utilisée par le laboratoire en dehors en fait de vous, en dehors du contrat qu'il signe avec vous. Donc, ça vous permet en fait d'être plus soulagé à ce niveau. Et je dis qu'il faut être à l'aise parce que des fois, il y a des créateurs de marques de cosmétiques qui disent voilà, je suis pas très à l'aise avec le laboratoire, j'ai pas trop compris j'ai pas trop compris ce qu'ils m'ont dit, je suis pas à l'aise avec les tarifs parce qu'il y a des tarifs effectivement qui sont divers en fonction de la notoriété du laboratoire déjà, et puis en fonction des tests et puis des partenariats qu'ils ont avec peut-être des toxicologues ou avec des fournisseurs de matières premières, etc. Donc, si on n'est pas à l'aise, on passe à un autre laboratoire et je conseille également de ne pas auditer qu'un seul laboratoire. Essayez d'en auditer deux, trois afin de pouvoir prendre sa décision finale. C'est très important puisque c'est un contrat qui va être sur le long terme. Oui. Vous allez sûrement peut-être sortir d'autres produits avec eux. Alors, c'est rare qu'on change de laboratoire si ça se passe bien avec celui avec qui on est. On ne change pas vraiment de laboratoire. Sauf si, par exemple, on a commencé par un laboratoire artisanal, familial, pardon, c'est pas la même chose. Familial, un petit laboratoire avec des petites séries. Et peut-être après, on veut expandre sa marque et sa société avec des plus grosses productions. Là, effectivement, on peut être amené à changer de laboratoire. Donc voilà. Question. Donc, quand on veut se lancer, on veut lancer sa marque de cosmétiques, je pense qu'on a plusieurs options, je pense. Il y a l'option je passe par un laboratoire qui nous donne une formule déjà toute prête si on n'a pas la nôtre. On est bien d'accord. Il y a une option où on peut avoir nous-mêmes fait notre formule parce qu'on l'a travaillée à la maison de façon artisanale. Donc, on a trouvé une formule qui convient. Il y en a certaines qui cherchent aussi, quand elles ont leur propre formule, à créer leur propre laboratoire. Et après, donc, je pense que ça a des coûts aussi différents si on veut faire le sien ou si on veut passer par un laboratoire. Donc, combien ça peut aller? Donc, déjà, par exemple, si je suis dans l'état d'esprit, je veux créer ma marque, mais je veux pas, mais je connais rien en formulation et je voudrais une formulation un peu déjà toute prête. Donc, comment ça se passe avec un laboratoire? Et puis après, combien un peu ça peut coûter? Effectivement, si c'est donc une marque à façon, donc c'est-à-dire que là, on- on crée la formule en fait, hein, c'est de la création pure avec le laboratoire. Effectivement, on va dire que c'est entre 5 et 10 000 euros. On peut trouver un petit peu moins. J'ai déjà trouvé 3 000 euros, mais ce n'est pas un laboratoire, c'est un incubateur qui a des partenariats avec un laboratoire, qui D'accord. permet de faire baisser un petit peu la facture. Avec une petite production, du coup. Voilà. C'est vraiment le minimum, mais en général, c'est quand même aux alentours des 5 000 euros. Quand ça commence à aller un petit peu plus haut, c'est parce que la formule est assez particulière. Il y a peut-être des matières premières qui sont rares, que l'on va chercher dans certains pays, et du coup, bon, bah, forcément, ça coûte plus cher. Ou alors, c'est plus cher aussi parce qu'on sort des gammes. On ne sort pas qu'un seul produit. On va sortir le shampoing, l'après-shampoing et puis le masque, par exemple. Effectivement, il n'est pas rare d'aller aux alentours des 7 000 8 000 euros Par produit, raisonnablement pour une gamme. pour Pour une une gamme, gamme, voilà. d'accord, pour une gamme entière. D'accord, très C'est bien. ça. Mmh. Donc ça, c'est Donc, à peu près. d'accord, ça, c'est dans le cas où je vais voir un labo et qu'il y a plusieurs formules, il me propose plusieurs formules en fonction du produit que je veux lancer. Ça, c'est la marque à façon. C'est-à-dire quand on veut une formule à façon, vraiment, c'est là où on crée vraiment la formule. Mmh. Par contre, quand il s'agit comment dire, des formules qui sont proposées par les laboratoires, donc ce qu'on appelle un petit peu
un peu marque blanche, on va dire. Enfin, Oui. c'est un petit peu comme ça. Donc, c'est des formules qui sont déjà Mhm. toutes prêtes, packagées. Donc, le packaging, il est déjà fini. Il arrive aussi que ça soit en vrac. Donc, si par exemple, la personne veut choisir son packaging, ça arrive, mais ce n'est pas souvent. Sinon, si on veut, voilà, on se dit, moi, je ne veux pas créer de formule, je veux commencer à créer ma marque de cosmétiques, mais avec une formule qui est déjà faite. Là, on fait baisser les prix. Effectivement, on peut trouver aux alentours de 1 000, 1 500 euros, 2 000 euros, voilà, à peu près, pour une marque blanche, tout à fait. Mm. D'accord, oui, c'est ça, c'est la marque blanche. C'est-à-dire on s'adresse au laboratoire, il a déjà des formules qui sont déjà toutes prêtes. Oui. Et on choisit si on veut faire une crème de jour ou un sérum ou autre chose. Et ensuite, donc, il y a des packaging prêts, mais qui peuvent être personnalisés au nom de notre marque. Alors, c'est soit, il y a deux types dans les laboratoires. Soit, par exemple, tu as la marque blanche et donc tu mets ton logo dessus. Donc, moi, c'est ma spécialité, c'est ce que je fais. Tu mets ton logo dessus et donc, tu vends avec le packaging du laboratoire, hein, attention. Et tu vends au nom de ta marque. C'est transparent, en fait, pour le public. Ou alors, il y a aussi la marque blanche avec le logo, par contre, du laboratoire ou une marque qu'ils ont créée eux, que tu peux revendre. Et là, par contre, il y a déjà un prix déterminé et toi, tu prends une petite marge sur le prix, en fait. Ça arrive très souvent, par exemple, pour les huiles de CBD. On a vu beaucoup d'huiles de CBD sur le marché, beaucoup de boutiques qui se sont ouvertes. La plupart, c'est des marques blanches. Et donc, les personnes vendent en fait ces huiles et prennent un pourcentage sur chaque flacon. Il y a ça aussi. Il y a cette option-là aussi. Par exemple, tu n'as pas envie de mettre le nom de ta marque, mais tu as envie de peut-être tester un petit peu le marché, tester un petit peu le business avec moins de risques. Et puis peut-être pour des personnes qui viennent juste de commencer dans l'entrepreneuriat pour apprendre, en fait, c'est pas mal aussi de commencer comme ça et puis ensuite peut-être de migrer vers une marque blanche où là, par contre, on pose son logo et puis après, pourquoi pas créer sa marque. Ça fait partie d'une stratégie, tout ça. D'accord, très bien. Tout dépend après de notre objectif au départ et de notre budget, quoi. Oui, tout Heu, à fait. OK, et puis après il y a l'option donc, je prends un labo. Enfin, je fais mon propre labo ou je loue un labo pour, faire ma propre formule. Oui, effectivement, c'est la première option qu'on a vue, hein, le fait de passer par un labo. C'est ce qui est fait majoritairement encore, hein. Mmh. Et puis on peut aussi créer son labo, effectivement, ce qu'on appelle un labo artisanal. Ouais, On peut créer son labo. Alors à ce moment-là, il faut trouver, par contre, des formulateurs, il faut trouver un toxicologue, il faut s'entourer. Là, par contre, il y a une équipe, on ne peut pas le faire seul. Voilà, on ne peut pas le faire seul, même juridiquement parlant, ouais. il faut que même il y ait, au niveau association, qu'il y ait quelqu'un qui soit capable, en fait, de pouvoir formuler les produits et pouvoir être la personne responsable au cas où, en fait. Donc oui, c'est possible de créer son labo. C'est des labos artisanaux. On trouve un local et puis on le fait réglementer. Ou alors là, ça arrive qu'il y ait des formulateurs et des chefs de projet formulateurs qui aient déjà un petit local qui est agréé, réglementé. Et effectivement, on crée son labo. Ça aussi, c'est une bonne option. Ça demande du budget, ça dépend. Si on a le local, si on n'a pas le local, ça demande un vrai business plan. Là, c'est autre chose encore. C'est une autre vision. C'est-à-dire que si la personne, elle veut en fait créer un laboratoire et créer des produits cosmétiques, pas seulement pour elle, mais peut-être pour les autres aussi, Mmh. pourquoi pas? C'est vraiment c'est très intéressant. Mais ça demande oui, du budget, une équipe. C'est autre chose, c'est un autre investissement en fait. Oui, il y a Mais des c'est possible. réglementations après derrière, ouais. OK. Très bien. Avant d'arriver à la partie réglementation, est-ce que justement quand on lance sa marque de cosmétiques, alors qu'on fasse en marque blanche ou qu'on passe par un laboratoire, j'imagine, est-ce que tu conseilles de commencer par, juste un ou 2 produits? Déjà pour éviter qu'en termes de budget, ça fasse beaucoup et puis parce qu'il faut tester aussi la marque? Oui, tout à fait, on le verra dans le troisième épisode, hein. Il me semble qu'on parlera, de tout ce qui est, financier. Oui. Justement, oui, effectivement, c'est vrai que c'est une erreur, enfin, c'est une erreur, peut-être pas. C'est plutôt en tout cas, on a toujours envie de sortir des gammes, en fait. Ça fait plus,
consistant. On a l'impression que c'est plus consistant et qu'on va nous prendre plus au sérieux parce qu'on sort une gamme. Voilà. Alors qu'on peut sortir un seul produit. On peut sortir une marque avec un seul produit. Il y a beaucoup de marques qui ont sorti qu'un seul produit, qu'une huile, par exemple, ou qu'un shampoing solide ou qu'un savon. Voilà, à partir du moment où on a bien compris son pourquoi, on n'est pas moins sérieux parce qu'on sort un seul produit. Au niveau financier, bien évidemment, c'est moins cher de sortir un seul produit que de sortir une gamme, puisque c'est une formule. Une gamme, c'est 3 formules, par exemple. Si on sort 3 produits, c'est 3 formules qui sont différentes. Ce n'est pas la même formule pour le shampoing, pour l'après-shampoing, pour le masque. Donc, en fait, on mobilise l'équipe du laboratoire pour 3 formules, donc on multiplie les coûts par 3. Donc, oui, effectivement, c'est plus cher. Ça dépend si on a le budget pour. Oui, tout à fait. Si on a le budget pour, oui, c'est très bien de sortir une gamme. Mais si on a un budget limité, commencer par un produit, c'est très viable à partir du moment où on a un bon branding, on a une belle identité visuelle, à partir du moment où on répond à un besoin, c'est très, très viable. Donc, effectivement, je conseillerais de commencer par un monoproduit si on a un budget limité. Mais si on a un budget très open, bah oui, pourquoi pas sortir une gamme. Ouais, le fait de sortir juste un monoproduit, ça permet aussi de faire des tests, non? De tester la marque, de tester le produit et voir si les gens aiment. Bon, on en avait parlé dans le premier épisode, on a créé quand même une communauté avant, mais déjà de sortir un produit, de voir si ça plaît à la communauté et après leur demander qu'est-ce qu'ils aimeraient comme un autre produit. Exactement. En fait, ça permet non seulement de tester sa cible, et surtout de faire interagir en fait sa communauté et pourquoi pas créer des produits que la communauté aurait proposés. Donc, et ça permet vraiment de l'interaction et un lien fort avec sa communauté qui se sent investie et qui participe en fait à l'élévation de notre marque. Donc ça, c'est très bien aussi. Donc effectivement, créer un produit à tort, c'est vu comme peu. On a l'impression que c'est un peu vide, mais pas du tout en fait. Il y a tellement de marques qui sont qui là sont en exergue, là, des belles petites marques et qui n'ont qu'un seul produit. Voilà, qu'ils ont un seul shampoing, un déodorant, par exemple. Il y a plein de marques qui ont commencé comme ça, avec juste un déodorant. Ça suffit, en fait. Ça peut être un déodorant avec plusieurs fragrances, avec plusieurs odeurs. Mais c'est le même, voilà, c'est juste l'odeur qui change, mais c'est la même formule. Ça va. Par contre, voilà, sortir un déodorant, un dentifrice, là, c'est autre chose. C'est plus du tout la même formule, c'est plus le même budget. Et puis, c'est plus risqué parce qu'en fait, on va devoir récupérer les datas de vente en fonction de chacun des produits. Et c'est vrai que si on a déjà sorti un produit, qu'on l'a produit au niveau production pure et qu'il ne fonctionne pas, ben, c'est de l'argent qu'on a un peu perdu. Si on avait attendu un petit peu avant et qu'on avait peut-être demandé à sa communauté, qu'on avait anticipé, peut-être qu'on n'aurait pas perdu en fait ce budget-là et qu'on aurait pu le réinvestir dans un produit que sa communauté veut vraiment. Parfois, on sort des produits et même les grosses marques, leaders mondialement, elles aussi, hein, c'est pas parce que… Aussi, hein, ouais. Exactement, elles se plantent aussi et c'est pas parce qu'on est un entrepreneur solo que on a plus de chances de se planter. Il y a encore voilà, il y a des produits qui marchent pas chez je sais pas, chez Huda Beauty, chez L'Oréal, chez Fenty mais eux, ils ont le budget. Donc du coup, ils peuvent le retirer de la vente et puis s'en sortir très bien après. Mais quand on est seul au début ou alors qu'on est une petite équipe, c'est le genre de risque qu'il faut vraiment éviter. Donc un produit, c'est ce que je conseillerais au début. En tout cas, voilà, c'est plus sécurisé. Oui, je comprends, ouais. Exactement. Oui, et puis ça permet de tester et d'aller plus loin si ça marche, quoi. Et ensuite, en termes de réglementation, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir à ce niveau-là, quand on lance sa marque de cosmétiques, on ne peut pas lancer tout et n'importe quoi, tout doit être très réglementé, surtout ici en France. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? À quoi il faut penser quand on se lance? Quels sont à qui on s'adresse et comment ça se passe? Bah, pour la réglementation, effectivement, c'est un gros morceau, la réglementation. Il est vrai que quand on délègue un petit peu au laboratoire,
On a ça en moins parce qu'ils maîtrisent totalement la réglementation. Donc, c'est pour ça qu'il faut passer aussi en laboratoire. Ce n'est pas que pour le côté réglementaire, c'est aussi parce qu'en fait, ça nous décharge en fait, Ouais. à ce niveau-là. Et la réglementation européenne, je vais dire plutôt, c'est pas française, c'est plutôt européenne, est la plus stricte au monde. Et c'est aussi celle qui donne un gage de sécurité plus important que toutes les autres. Donc, c'est aussi un avantage. Quand on crée un produit au sein de l'Europe, on sait que tout est carré, tout est respecté et qu'on sera protégé pour plus tard. Parce qu'il faut toujours anticiper qu'il peut avoir des allergies, il faut anticiper qu'il peut avoir des problèmes avec une série, un lot de produits au niveau du packaging, peut-être comment dire, une moisissure ou quelque chose qui pourrait arriver avec un lot. Ça arrive, c'est très rare, mais ça arrive. Et si on est passé par un laboratoire, on a cette protection-là. Donc, contacter un laboratoire lorsque l'on a une formule ou pas, parce qu'on peut aussi ne pas avoir de formule, et demander justement au laboratoire de créer notre formule avec la vision que l'on veut justement de ce produit en question. Ils sont professionnels, donc ils savent, ils sont très à l'écoute et ils vont écouter ce que vous voulez. Si vous avez des matières premières précises, une odeur, bah, ils vont vous donner ce que vous voulez en général dans la mesure de leurs possibilités. C'est pour ça qu'il faut toujours auditer plusieurs laboratoires pour savoir avec lesquels on peut travailler, puisqu'il y a certaines matières premières, par exemple, que des laboratoires n'ont pas. Voilà, Ouais. le beurre de karité, tout le monde l'a, mais voilà, on n'est pas tous obligés d'avoir de la figue de Barbarie ou peut-être du safran, ou voilà, ce n'est pas tous les laboratoires qui l'ont, par exemple. Et puis, le laboratoire va être la personne responsable, parce que ça fait partie de la réglementation de désigner une personne responsable, c'est obligatoire. Je ne conseille absolument pas d'être la personne responsable, sauf si on est un formulateur. Effectivement, je connais des personnes qui sont, je connais deux femmes qui sont formulatrices. Elles sont les personnes responsables, mais parce c'est leur métier, en fait. Elles connaissent très bien la formule. Elles sauront répondre, en fait, aux autorités s'il y a un problème. Mais si c'est quelqu'un de lambda qui n'a pas cette formation, non. Vaut mieux désigner le laboratoire comme personne responsable. Effectivement, il y a un coût en plus. Parfois, c'est pris en compte. Il faut voir avec le laboratoire, il faut lui demander. Et parfois, c'est un coût en plus, mais il vaut mieux payer un coût en plus dès le départ et être sûr que, au cas où, on ne soit pas responsable. Voilà. Il y a aussi la déclaration à faire sur le portail européen. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas fait tout le temps, malheureusement. Quand on passe par un laboratoire, ils s'en occupent, ça va. Mais quand on fait de la vente un petit peu, un peu illégale, un peu dans le noir, on ne se déclare pas sur le portail européen. Le fait de se déclarer sur le portail européen, ça recense en fait toutes les marques qui sont validées et qui sont réglementées et aptes à vendre au sein de l'Europe, de l'Union européenne. Et c'est un gage en fait de sérieux. Et puis, ça permet aussi à la NSM, l'Agence nationale du médicament, de la sécurité du médicament, de voir les marques qui sont recensées, en fait, parce qu'il y a un contrôle. Chaque année, la DGCCRF, qui est un peu la répression des fraudes pour les marques de cosmétiques, et on va dire ça en gros, ça fait peur, mais c'est vrai, et la NSM, de contrôler en fait toutes les marques, quoi qu'il arrive, on sera contrôlé. Qu'on soit une petite ou une grosse marque, les marques mondiales, elles sont contrôlées aussi. Et une petite marque, elle sera contrôlée au moins dans les 2 ans, allez, 2-3 ans de sa création, au moins une fois. Et à ce moment-là, il va falloir répondre aux autorités. En fait, ils vérifient qu'on est apte à vendre, ils vérifient que le produit a bien un dossier information produit. Donc, le dossier information produit, c'est, on va dire, en gros, la carte d'identité du produit. C'est ce qu'il y a dedans, s'il a respecté les bonnes fabriques de fabrication. Bonnes pratiques de fabrication, c'est ISO 22716, c'est des chiffres un peu, c'est le jargon un peu cosmétique, mais ça, pareil, c'est obligatoire, c'est-à-dire, en gros, pour vulgariser un petit peu, la bonne pratique de fabrication, c'est dans quelles conditions a été fabriqué le produit. Et en fait, vraiment, chaque étape est énumérée afin que s'il y a un problème, on puisse revenir à l'étape précise, savoir à quel moment il y a eu un souci. Et ça, c'est hyper important parce que toujours dans un souci d'anticipation, de savoir si
il va avoir un problème. Et quand ils vont commencer à enquêter, s'il y a une allergie, on a besoin de savoir pourquoi il y a eu cette allergie, à quel moment ça a été fait. Et quand on est dans la réglementation européenne qui est stricte, effectivement, mais qui est fiable, on peut se permettre de remonter en fait jusqu'à la naissance, jusqu'à la formule même du produit, savoir où ça a pêché en fait. Et pour le dossier information produit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une carte d'identité. Voilà, on sait les matières premières qui ont été utilisées, on sait où elles ont été utilisées, où est-ce que ça a été fabriqué, dans quel pays, dans quelle ville. On connaît la formule, on connaît les ingrédients, puisque la formule, c'est confidentiel, mais on sait les ingrédients qui sont dans le produit en question. Si c'est un shampoing, on sait tous les ingrédients qui sont dedans. On connaît aussi au niveau juridique le parcours du créateur, voilà, au niveau de la société. Donc tout ça, en fait, tout ça, ça fait partie de la réglementation. C'est une obligation sur le sol européen. Il est vrai qu'à tort, on dit réglementation française, mais c'est la réglementation européenne, en fait. D'accord. Donc ça veut dire qu'on peut passer par un laboratoire, il ne doit pas être forcément en France, puisque c'est européen. Je peux passer par un labo de Belgique ou autre, tant que c'est en Europe, la réglementation sera la même. Oui, exactement, tout à fait. Mais ça arrive, par exemple, il y a des personnes, j'ai une cliente qui est en Belgique. Par contre, il y a quelque chose à savoir, ça m'a fait penser à ça quand tu en as parlé. La réglementation, votre réglementation dépendra de la première mise sur le marché du produit. Si jamais, par exemple, je suis en France, mais que mon produit est vendu la première fois aux États-Unis, le produit dépend de la réglementation américaine et pas française. Ça, c'est à savoir parce que ça arrive qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont en France, moi j'en ai, hein, mais qui vont vendre, je ne sais pas moi, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Ils ne dépendent pas de la réglementation de France, par exemple. Ils dépendent de la réglementation africaine. Ou alors, on vend aux États-Unis, on dépend de la réglementation américaine. Donc, dès qu'il y a pour la première vente, première mise sur le marché, on dépend de cette réglementation-là. Et ça sera toujours comme ça pour ce produit-là, en tout cas. D'accord, donc ça veut dire que si moi je lance ma marque là en Europe et que j'ai ma réglementation européenne et que demain je veux lancer sur le marché américain, je dois également faire tout ce qui est réglementation là-bas sur place Exactement. pour qu'ils Exactement. que Tu je peux lance pas. sur le marché américain. Je ne peux pas débarquer comme ça. Non, non. Tu peux pas te dire, bon, bah, comme j'ai la réglementation européenne, je peux vendre aux États-Unis. Non, parce qu'ils ont leur réglementation aussi, la FDA. Ils ont leur réglementation aussi, qui est vraiment moins stricte, hein, mais c'est une réglementation quand même. Tu peux pas te dire aussi, bon, bah, comme j'ai la réglementation européenne, même si effectivement la réglementation africaine englobe beaucoup la réglementation européenne, c'est dans leurs écrits d'ailleurs. Mais tu peux pas, tu es obligé de vérifier si ton produit correspond vraiment à la réglementation africaine, la réglementation chinoise aussi, parce Ouais. qu'ils ont leur réglementation aussi. Tu peux pas te dire, bon, bah, comme l'européenne, c'est la plus stricte, bon, bah, c'est bon, ça passe partout. Non. Non, non, tu dois chaque fois t'adapter au pays dans lequel tu vends. D'accord. À chaque fois, il faut revalider une nouvelle réglementation dès qu'on veut vendre dans un nouveau continent Voilà, en dehors de l'Europe, si on n'est pas dans. exactement, exactement. Et tu peux pas non plus, dans le sens inverse, te dire, bon, je suis en France, mais je veux faire importer des produits des États-Unis. Voilà, parce que ça arrive. Des produits des États-Unis, à partir du moment où tu le rentres sur le sol européen, ça doit correspondre à la réglementation européenne. Tu peux pas te dire, bon, bah, comme c'est une réglementation américaine, c'est bon, il y a déjà la réglementation, ça suffit. Non, non, pas du tout. Tu fais rentrer sur le sol européen, tu vends à des Européens, ça doit dépendre de la réglementation européenne, donc tu dois la faire valider en laboratoire afin que tu puisses être dans la légalité. Sinon, tu es dans l'illégalité et ça arrive très, très, très souvent. D'accord. C'est quoi les conséquences si je suis dans l'illégalité sans le vouloir? Bah, tu auras un contrôle, de toute façon, quoi qu'il arrive. Parce Oh, que, ouais. et le jour où il y a un contrôle, bah, on va te demander le dossier information produit. Et puis tu vas dire, mais bah, j'en ai pas. On va te dire, bah, tu fermes. On va te dire, tu vas fermer. Non, clairement, hein, ils rigolent pas. Tu fermes jusqu'à que tu ramènes le dossier information produit.
Et il y en a aussi aux États-Unis, il y en a en Chine, des dossiers information produit. Le problème, c'est qu'il doit être traduit dans la langue dans laquelle tu vends, dans le pays dans lequel tu vends. Donc, si par exemple, tu fais venir un produit des États-Unis et que tu vends en France, le dossier information produit doit être traduit en français, déjà pour commencer. Et puis ensuite, il doit dépendre de la réglementation française, européenne. Oh là là, on est en train de parler de toutes les réglementations, il doit dépendre de la réglementation européenne. Et si ce n'est pas le cas, ils te diront clairement, tu fermes et tous tes produits doivent être revalidés en laboratoire. Donc ça, c'est le pire parce qu'en fait, tu fermes ton business, tu ne peux plus vendre en fait. Tu peux continuer dans le noir, mais c'est un premier avertissement. C'est qu'en fait, en général, quand même, ils laissent quelques mois. Ils disent, bon, on va revenir dans quelques mois pour laisser le temps de refaire valider les formules en fonction des particularités du produit. Ils le savent de toute façon. Mais dans quelques mois, à telle date, on va revenir. Et là, par contre, si vraiment ce n'est pas réglementaire, il faudra fermer. Ils ont le pouvoir de dire, on ferme. Le business, tu n'as plus le droit de vendre. Donc là, si tu fermes ton business, c'est fini. En fait, tu n'as plus rien. Donc, un entrepreneur ne peut pas prendre ce risque surtout si tu as déjà généré du chiffre d'affaires. Tu vois, ça se trouve, tu as déjà une communauté, tu as du succès et tu prends un risque énorme, en fait. C'est dommage. C'est dommage. Totalement. Mais est-ce que ça me prend du temps, justement, si je veux sortir, si je veux aller réglementer aux États-Unis ou en Chine ou ailleurs, ces réglementations-là, ça prend du temps après? Ça prend un peu moins de temps que si tu avais créé une formule à façon, puisque la formule, elle est déjà là. Il suffit en fait d'avoir la formule de par le laboratoire qui est aux États-Unis ou qui est en Chine, sûrement moyennant un coût, sûrement. Et puis à transmettre en fait au laboratoire, par exemple en France, français, et puis ils vont valider la formule. Donc ça prendra un petit peu moins de temps, mais effectivement, ça prend du temps quand même. C'est pour ça que toujours être dans l'anticipation. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ça arrive du tout à un moment où tu es déjà en train de vendre et tu es déjà en train d'avoir un business qui sûrement fonctionne. Parce que tu vas tout arrêter, du coup, parce que tu ne pourras plus vendre. Ils vont te demander de retirer les lots. C'est déjà arrivé tellement de fois, mais même des marques qui sont réglementées, je ne sais pas moi, dans les grandes surfaces, à Carrefour ou à Leclerc, etc. Il y a des marques où parfois on retire les lots et pourtant elles sont totalement réglementées, mais parce qu'il y a eu un couac il y a des allergies, il y a eu un couac dans la formule, on retire tout de suite en fait. On rappelle même les lots s'il y a des gens qui ont acheté. Enfin, c'est des choses que les grandes surfaces, c'est des grands, c'est des multinationales, donc elles peuvent se permettre de retirer. Elles ont le budget, mais un entrepreneur solo, ça peut vraiment tuer son business en fait. Il peut carrément fermer, mettre la clé sous la porte juste à cause de ça. D'accord, ok. Très bien, donc l'importance de la réglementation. Ok, très bien, merci beaucoup Vanessa. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Donc aujourd'hui, on a parlé sur toute la partie laboratoire, le choix du laboratoire, les différentes options et la réglementation, l'importance de bien passer par cette étape-là parce que c'est indispensable, sachant que les laboratoires, ils font une grosse partie du job. Donc, mais bien en parler avec eux pour savoir. Et puis, si on veut grossir à l'international, donc ne pas oublier que chaque continent, chaque pays a ses réglementations. Exactement, tu as très bien résumé. Peut-être, oui, une dernière chose, je viens d'y penser. On peut aussi, par exemple, ce que fait Aromazone, une marque très connue, qui vend des matières premières, des ingrédients pour faire du handmade. Le handmade, c'est pareil, c'est réglementé. Alors, il y a un léger flou juridique par rapport au reste, mais si par exemple on veut animer des ateliers handmade, attention, c'est pareil, attention, parce que même si c'est eux qui fabriquent le produit, donc les élèves, c'est nous qui proposons la formule. Donc s'il y a une allergie suite à la fabrication du produit durant l'atelier, c'est nous qui sommes responsables. Comment régler ça? Faire valider la formule en laboratoire. Et ensuite, une fois que la formule est validée, on peut animer des ateliers handmade à sa guise. Voilà, parce que ça, c'est très en boom aussi, les ateliers handmade, fait maison.
Ouais, ouais, Je ne pensais ça, pas que peu de même personnes savent. les recettes que tu proposes dans les ateliers comme ça, tu dois les faire valider. Ouais. Parce Mmh. que les formulations, si les personnes, viennent à l'atelier, font la crème, suivent l'atelier, repartent avec, s'il y a une allergie, ben, tu es un peu, dans la mouise, quoi, s'il y a un problème, quoi. Si tu as pas Ah fixé oui, parce que on leur la demandera où est-ce qu'il y a eu l'allergie, et puis ils diront bah, c'est à ouais. l'atelier. Moi, j'ai pris juste la recette, et puis, et puis on peut pas. Enfin, vraiment, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est en dehors de la réglementation qui est vraiment lourde, effectivement, c'est vraiment l'anticipation. Toujours se dire s'il y a un problème, qui est la personne responsable? Mmh. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le laboratoire? Et si c'est moi, est-ce que je suis apte à être une personne responsable? Si je ne suis pas formulateur, non, c'est d'office, c'est pas la peine de prendre des risques, on n'est pas apte. Parce que même en atelier handmade, le laboratoire est la personne responsable. Même si c'est nous qui animons l'atelier, que les élèves font une crème de jour ou un rouge à lèvres, il y a une allergie, le laboratoire a les moyens d'être la personne responsable, et il risquera rien, parce que c'est pas voilà, c'est pas comme nous, en fait, hein, parce que sinon, c'est des amendes, c'est des plaintes, enfin, ça va super loin. Aromazone, ils animent des ateliers tous les jours, mais Aromazone a fait valider toutes ses recettes. Il n'y a Mmh. pas une seule recette qui n'est pas validée, donc ils peuvent se permettre d'animer des ateliers handmade. J'avais oublié ça parce que le handmade, c'est vraiment c'est un boom. Hein, Oui. il y a beaucoup d'ateliers handmade, et puis on aime ça. Voilà, mais après, si on est avec ses proches, qu'on partage des petites formules, par exemple, sur Facebook, je vois sur des groupes, voilà, ça passe. C'est là où est le flou juridique. C'est-à-dire que là, ça va passer, bon, mais il n'y a pas, c'est pas officiel, en fait. Oui, Voilà. il y a pas quelqu'un qui est nommé responsable quand on se passe les recettes entre nous, c'est Voilà, exactement. officiel, quoi, donc d'accord, mais dès qu'on commence à animer un atelier, que c'est des gens extérieurs et cetera, donc là, il faut faire attention à ça aussi. Ben, dès qu'on gagne de l'argent. Voilà. En À gros, partir du moment où c'est monétisé, il faut faire attention, en fait. il faut faire attention parce que c'est vrai que les conséquences derrière, après, peuvent être assez, importantes, pour une seule personne. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Puis des fois, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc on se dit: «Bon, c'est bon, ça va, il y a rien». Mais bon, ça peut arriver au bout de 3 ans, contrôle, et après, et 3 ans, c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut avoir, peut avoir une belle croissance, on peut avoir eu, une belle notoriété sur les réseaux. Ça y est, on est connu, ça fonctionne bien, ça tourne, et Mmh. c'est là où on a un contrôle, et ça y est, bah, en fait, on doit fermer parce que, on n'a pas respecté la réglementation. Bah, c'est vraiment dommage, en fait. Mmh. Si on doit retenir quelque chose, c'est anticiper, toujours anticiper. D'accord. Donc voilà, Fatima. Très bien. Ben, merci beaucoup Vanessa. Et ben, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine, hein, pour parler, de la partie, tarifs. Les C'est prix. ça. C'est une L'argent, belle partie, ça l'argent qui aussi. est fait pour une bonne partie aussi, ouais. Mais merci beaucoup, merci à toi. Merci, puis on va se donne rendez-vous du coup la semaine prochaine. Voilà, à la semaine prochaine. Voilà, c'est déjà la fin. J'espère que ce deuxième épisode sur la création de sa marque de cosmétiques vous a plu. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram à New Woman Boss. Et sachez que vous pouvez retrouver Vanessa sur son podcast Ta marque de cosmétiques. Et si vous avez des sujets que vous avez envie d'entendre sur le podcast, n'hésitez pas à me le dire, une expertise que vous avez envie que j'aborde, dites-le moi en commentaire sur Instagram. Ce podcast est le vôtre, le but c'est de venir en aide à celles qui veulent lancer leur projet, alors n'hésitez pas. Et pour rester au courant des prochains épisodes et des nouveautés, vous pouvez vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr. Je vous dis à la semaine prochaine pour le 3e et dernier épisode avec Vanessa, et cette fois-ci nous parlerons de tarifs. À la semaine prochaine.